Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi, l'audition de Delphine Batho. La ministre de l'Écologie et de l'Énergie a été auditionnée par les sénateurs de la Commission du Développement durable et par ceux de la Commission des Affaires économiques mardi après-midi. Lors de cette audition, Delphine Batho a notamment évoqué la question des gaz de schiste. Pour elle, il faut continuer à interdire l'exploitation des gaz de schiste en raison des dangers liés à la fracturation hydraulique. Sa position pourrait créer des désaccords au sein du gouvernement puisque le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, y serait quant à lui favorable, selon le journal Les Échos de lundi. Tout de suite donc, retour à cette audition qui a eu lieu mardi après-midi au Sénat. Madame la ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Vous voyez d'ailleurs que nous sommes rassemblés nombreux, sénateurs, pour... Pardon ? Ah oui, c'est vrai que M. Revet est au fond de la salle, comme d'habitude. Ça va mieux là ? Donc, Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Je dirais même que nous étions impatients de vous recevoir et que, évidemment, vous le savez, le Sénat a constitué une septième commission, qui est née de la partition de la grande commission économique présidée par Daniel Raoult et qui a partagé cette commission en deux groupes de 38 sénateurs qui sont ici aujourd'hui réunis ensemble pour vous entendre et essayer donc de vous poser un certain nombre de questions. Bien sûr, les problèmes, les sujets, les thématiques sont nombreux et nombreuses. J'en citerai quelques-unes, mais je n'ai pas la prétention de cadrer tout le débat, qui, j'en suis sûr, va réserver une grande partie aux échanges, si vous le voulez bien. Mais bon, pêle-mêle, je citerai l'organisation de la conférence environnementale, qui évidemment est un sujet sur lequel on aimerait avoir quelques informations. Et puis ensuite, bien entendu, nous n'échapperons pas au gaz de schiste, nous n'échapperons pas au code minier, à la filière photovoltaïque, à tout ce qui est transition écologique, à la biodiversité. Je ne sais pas si je peux pousser jusqu'au SNIT, puisque évidemment il y a ici Roland Nègre, Louis Nègre, pardon, qui est un spécialiste. Enfin bon, pêle-mêle, ces grands sujets nous intéressent tous. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Daniel Raoult et ensuite, eh bien, nous vous écouterons dans une présentation de votre ministère et puis des grandes orientations. Et si nous pouvons réserver une bonne petite heure au débat, je crois que tout le monde sera satisfait. Merci. Merci Madame la Ministre. Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour cette première audition. Ça va être un bizutage, vous allez voir comment ça se passe. Nous avons quelques usages et coutumes et nous n'allons pas déroger. Et en tous les cas, ce que nous avons déjà dit à vos collègues ministres, c'est qu'il y a une certaine liberté de ton au Sénat et que vous ne serez sans doute pas déçus des questions. Simplement pour vous dire qu'entre les deux commissions, il y a des chevauchements évidemment concernant les énergies renouvelables, puisque l'énergie relève bien de la Commission des affaires économiques, mais les aspects environnementaux, l'aménagement du territoire relèvent de la Commission du développement durable. Nous sommes évidemment intéressés aussi en tant que parlementaires de la place que vous laisserez en septembre, en tous les cas, à la conférence environnementale et donc la représentation des commissions. Et en dehors de l'énergie, j'ai bien relevé également que dans le périmètre de vos délégations ou de vos attributions, il y avait aussi le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Oui, enfin, j'ai cru comprendre ça, si je ne me suis pas trompé. Charles Revet, vous n'avez pas encore la parole, ça viendra. Mais... Donc, nous avons déjà parlé avec M. Cuvillier, ministre délégué à propos de la réforme de la politique commune de la pêche. Mais vous souhaitez peut-être en dire quelques mots. J'aimerais bien savoir où est le périmètre exact de chacun. Je pense qu'il y a une ambiguïté sur le terme pêche. Est-ce qu'on pense à la pêche dans les océans et à la pêche, je dirais terrestre, enfin sans jeu de mots. Et donc, comme l'a dit mon collègue Raymond Val, ensuite nous passerons aux questions, mais vous avez pour le moment seule la parole, à moins qu'il y ait quelques perturbateurs comme Charles Revet, mais ça devrait se calmer.
Bien, messieurs les présidents, merci de votre accueil. D'abord, je salue l'ensemble des sénateurs et des sénatrices membres de vos commissions. C'est un bizutage bien volontaire de ma part. C'est vrai que j'ai l'habitude du travail à l'Assemblée nationale et je découvre avec plaisir la Haute Assemblée, donc je pense que je vais constater certainement les habitudes, mais aussi la sagesse dans les débats. La transition écologique et énergétique est au cœur de la politique du gouvernement pour le redressement dans la justice. L'écologie sociale constitue à la fois un impératif par rapport à nos engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais en même temps un levier pour sortir des difficultés économiques actuelles et s'inscrire dans une logique vertueuse qui est celle d'une mutation de notre modèle de développement. Et nous sommes la génération qui avons cette responsabilité d'organiser cette mutation. C'est le sens du rassemblement dans un même ministère de l'écologie, de l'environnement et en même temps de la politique de l'énergie. Et pour toutes les questions, donc je l'indique, Frédéric Cuvillier à mes côtés est ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche. Et je pense plus raisonnable, vu l'importance égale de ces sujets, que les questions sur ces thématiques lui soient adressées la semaine prochaine. Il travaille sur l'ensemble de ces dossiers à mes côtés. Je voulais peut-être, à grands traits, parce que je pense que le plus intéressant est d'avoir un échange, rappeler quelques données importantes pour la France. Je viendrai à l'instant sur les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a un autre enjeu dont on parle souvent moins, qui est celui de la biodiversité, de la perte de biodiversité, et sur laquelle je voulais insister parce que la prise de conscience citoyenne n'est pas accomplie aujourd'hui sur ces enjeux de biodiversité, alors que les scientifiques considèrent que nous sommes entrés dans la 6e grande phase d'extinction des espèces. Sur le plan mondial, on évoque aujourd'hui en effet la disparition de 12% des oiseaux, de 25% des mammifères, de 32% des amphibiens d'ici 2100. Et l'une des raisons majeures de cette situation est l'artificialisation continue et croissante des sols. C'est un phénomène qui concerne la France, puisqu'en France, 600 km² sont artificialisés chaque année, ce qui représente l'équivalent d'un grand département tous les 10 ans. C'est pourquoi nous avons besoin de la prise de conscience citoyenne que j'évoquais sur ces enjeux de la biodiversité, et c'est pourquoi le président de la République a souhaité qu'un des objectifs de la prochaine conférence environnementale, sur lequel je reviendrai dans mon propos liminaire, soit d'engager l'élaboration d'une grande loi cadre pour la biodiversité, qui est une ambition importante pour le gouvernement. En ce qui concerne les enjeux du réchauffement climatique, d'abord il y a un constat scientifique aujourd'hui qui est avéré et que plus personne, ou presque, il y a encore des exceptions, ne conteste, puisque les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 40% entre 1990 et 2010. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, les prévisions le donnent largement supérieur à 2 degrés à l'horizon 2100, 2 degrés étant la température à partir de laquelle les incertitudes quant aux impacts croît de façon considérable. L'Union européenne, vous le savez, produit 13% des émissions de CO2 mondiales, en baisse de 12% depuis 1990. La France, elle, 1,3% en légère croissance depuis 1990. Ce qu'il faut souligner, c'est que la réduction de l'empreinte carbone de notre pays, estimée à partir de la consommation des produits aujourd'hui, n'est pas due à nos efforts, elle est due principalement à la désindustrialisation et à la situation économique actuelle. Je rappelle aussi que dans le paquet énergie-climat, l'Union européenne s'est fixé l'objectif dit des 3 x 20, baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre, augmentation de 20% de l'efficacité énergétique et de 20% des énergies renouvelables à l'horizon 2020. En 2009, un peu plus de la moitié du chemin était parcouru en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dans ce contexte que la France s'est engagée à diviser ses propres émissions par 4 à l'horizon 2050. Nous sommes bien sûr déçus de l'accord à minima qui est intervenu lors du sommet de Rio+20.
Nous essayons de travailler toutefois à la réalisation concrète de ce qui a été inscrit dans la déclaration finale sur les objectifs de développement durable. D'ores et déjà, la France prépare 2 grands rendez-vous internationaux. Je sais en particulier que Laurence Rossignol travaille sur le suivi des négociations internationales sur le climat et l'environnement. Il y a 2 rendez-vous au prochain semestre. Le premier est la conférence sur la biodiversité qui se tiendra à Hyderabad en Inde du 8 au 19 octobre prochain, où la France présidera la table ronde consacrée aux océans. Et il y a évidemment la conférence sur le climat de Doha qui se déroulera du 26 novembre au 7 décembre. J'étais d'ailleurs hier à Berlin dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue de Petersberg qui avait été mis en place après l'échec du sommet de Copenhague pour favoriser un rapprochement des points de vue entre les principales parties intervenant dans les négociations internationales. Ce qui m'a frappé, j'ai touché de près dans ces discussions la difficulté d'avancer sur les 2 points qui sont essentiels. La première qui est d'avoir un accord contraignant, engageant tous les pays, comme le prévoit la plateforme de Durban. Et la deuxième difficulté, c'est de trouver une vision commune entre les pays développés, les pays émergents et l'ensemble des parties prenantes de la négociation sur la définition de ce qu'est la responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire d'une répartition équitable et juste des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre responsabilité historique mais aussi évolution des réalités sur la planète entre 1990 et aujourd'hui où les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre ne sont plus tout à fait les mêmes. Et donc c'est ce qui fait, ce sont les 2 points d'achoppement, il me semble, des négociations internationales dans un contexte politique où les enjeux internes à un certain nombre de grandes puissances ne rendent pas facile l'évolution des discussions. Malgré ça, la France a rappelé l'urgence d'agir et la nécessité de parvenir à un accord. Évidemment, la transition énergétique que souhaite engager le président de la République, elle est déterminée par ces enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et la volonté d'atteindre les engagements internationaux que nous avons pris, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Mais cette transition énergétique s'inscrit également au regard d'autres enjeux. Le premier a trait aux emplois, puisque, je le rappelle, le secteur de l'énergie représente environ 500 000 emplois directs et indirects en France, 25% des investissements de l'industrie et plus de 2% du PIB. Évidemment, la compétitivité des prix de l'énergie est un levier d'attractivité de notre économie absolument déterminant. Un deuxième enjeu est celui de l'indépendance énergétique de la France. L'énergie s'inscrit évidemment dans un contexte géopolitique mondial où la sécurité d'approvisionnement doit se concevoir en termes économiques et de diversification nécessaire des sources d'approvisionnement. Je rappelle que le poids de l'énergie dans le déficit de notre balance commerciale, puisque c'est 61,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de 3% du PIB en 2011. Enfin, la part des énergies renouvelables reste très insuffisamment développée dans le mix énergétique, lequel a peu évolué dans une période récente. En particulier, les filières d'énergie renouvelable ont été fragilisées par des changements réguliers de réglementation ou de politique tarifaire. C'est particulièrement vrai pour le photovoltaïque et l'éolien. En ce qui concerne les perspectives que je voulais vous présenter, bien sûr, on y reviendra dans la discussion. Elles sont cadrées par ce qu'ont été les engagements du président de la République dans la campagne électorale. D'abord, la volonté de développer massivement les énergies renouvelables, sans exclusive, d'une part grâce à un cadre réglementaire clair et stable, et d'autre part par un fonds de capital investissement dédié aux énergies renouvelables qui serait hébergé auprès de la future banque publique d'investissement. Il s'agit avant tout de respecter l'engagement que nous avons pris de 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Un deuxième engagement, et vous le savez, de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025. Et donc la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne durant ce quinquennat, et le fait de mener à terme le chantier de l'EPR de Flamanville.
Le troisième engagement concerne la protection du pouvoir d'achat des Français, puisque d'ores et déjà 8 millions de Français connaissent une situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 10% de leurs revenus à leur facture d'énergie. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision, dans le cadre du projet d'arrêté transmis à la Commission de régulation de l'énergie, de limiter à 2% la hausse des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Sans doute nous reviendrons sur les contentieux dans l'échange avec le Conseil d'État. Vous le savez, François Hollande avait également repris l'idée d'une réforme structurelle de grande ampleur sur la progressivité des tarifs de l'énergie. Et le gouvernement a indiqué qu'il était favorable à ce qu'une initiative parlementaire permette de mener à bien cette réforme dès cet automne, une réforme qui permettrait d'allier à la fois nos objectifs en matière sociale, de lutte contre la précarité énergétique, et nos objectifs écologiques avec un système de tarification progressive qui permettrait d'encourager la sobriété énergétique qui doit être, j'évoquais le développement des énergies renouvelables, mais la sobriété et l'efficacité énergétique doit aussi être considéré comme le principal d'ailleurs levier d'action que nous devons mobiliser. En ce qui concerne la préparation de la conférence environnementale, je voulais vous dire d'abord qu'elle s'inscrit dans une forme de continuité par rapport à ce qu'a été l'avancée majeure du Grenelle de l'environnement, il faut le reconnaître. Cette notion d'un partenariat écologique a été à l'époque une avancée importante, même si la traduction concrète, et notamment la loi Grenelle 2, a pu décevoir et n'a pas fait l'objet de la même unanimité que la loi Grenelle 1. Et même si, c'est aussi ça qu'il faut le souligner, on constate un certain nombre de reculs aujourd'hui. On constate un recul dans l'engagement financier de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cet engagement a diminué de 18% en 3 ans. On a constaté des reculs aussi qui ont été signalés par le Conseil économique et social dans son avis du 15 février dernier, notamment en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, les pesticides, puisque la consommation de pesticides a augmenté malgré les engagements du Grenelle de l'environnement, et puis un certain nombre de difficultés aussi, par exemple, dans la mise en œuvre de ce qu'étaient les engagements du Grenelle en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, puisque les décrets qui ont été pris suscitent, vous le savez, un certain nombre de controverses. La conférence environnementale s'inscrit à la fois dans une continuité et une différence, c'est qu'elle sera le point de départ d'un processus de concertation en tout point comparable à ce qu'a été la conférence sociale. Elle sera introduite par le Président de la République, elle sera conclue par le Premier ministre, elle se tiendra aux alentours de la mi-septembre en réunissant les 5 collèges qui étaient partie prenante du Grenelle de l'environnement, auxquels s'ajouteront effectivement, je vous le confirme, les parlementaires, puisque c'était un point de consensus dans le bilan du Grenelle qu'il fallait associer les parlementaires, même si nous devons bien avoir à l'esprit, par rapport à l'attente notamment d'un certain nombre de corps intermédiaires engagés dans ces concertations, qu'une meilleure participation des parlementaires dès l'origine du processus ne change rien au fait que le Parlement est souverain dans ses décisions et, bien sûr, il est souverain en matière législative au moment de débattre et de voter la loi. C'est quelque chose qui doit parfois être rappelé. En ce qui concerne les sujets qui seraient portés à l'ordre du jour de cette conférence, il y a les 2 priorités que j'ai évoquées, la biodiversité, la transition énergétique, auxquelles s'ajouteraient 3 autres sujets, la fiscalité écologique, puisque vous savez que la France a un grand retard dans ce domaine. On connaît les controverses qu'il y avait eu notamment sur la taxe carbone, et donc il s'agit d'engager une réflexion de fond sur la fiscalité écologique, favorisant la concertation la plus large. Deuxième sujet, le lien entre santé et environnement. On voit la récurrence d'un certain nombre de problématiques de santé publique liées notamment à des pollutions, à l'usage d'un certain nombre de produits chimiques, et nous pensons que le moment est venu d'avoir une approche d'ensemble de ces questions. Et le troisième sujet est la question de la gouvernance écologique ou de la démocratie écologique, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Il se passe
des choses considérables sur les territoires, que ce soit en matière de biodiversité aujourd'hui ou de développement des énergies renouvelables. Pour prendre ces deux seuls exemples, les collectivités territoriales jouent un rôle moteur et que nous souhaitons aussi encourager et favoriser, d'ailleurs dans toutes les dimensions qui seront celles de la conférence environnementale. Donc voilà les thématiques qui seraient abordées. En ce qui concerne la transition énergétique, vous savez que le président de la République s'est engagé pour l'organisation d'un grand débat national et citoyen à cheval sur 2012 et 2013, qui déboucherait ensuite sur l'élaboration d'une loi de programmation sur la transition énergétique, fixant nos engagements et choisissant aussi nos stratégies, à la fois en matière de sobriété énergétique que de stratégie de développement des énergies renouvelables. Tout cela doit faire l'objet d'un débat citoyen et donc sur cette question-là, l'objet de la conférence environnementale sera en quelque sorte d'être la conférence de méthode arrêtant les modalités précises d'organisation du débat sur la transition énergétique dont nous souhaitons qu'il soit un débat vivant, qu'il soit un débat décentralisé sur les territoires qui permettra dans la concertation d'établir un certain nombre de recommandations qui serviront de guide au gouvernement pour l'écriture du projet de loi de programmation sur la transition énergétique. Voilà, je n'ai évidemment pas abordé l'ensemble des sujets. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Le dernier mot simplement pour vous dire que le gouvernement considère que le Parlement et donc le Sénat doit être partie prenante des réformes. Nous voulons laisser toute sa place, bien sûr, au contrôle, mais aussi à l'initiative parlementaire. Et donc, moi, je suis à la disposition du Sénat pour être auditionné autant qu'il sera nécessaire pour répondre aux questions. Parfois, je n'aurai pas immédiatement la réponse technique précise, mais elle sera apportée dans les meilleurs délais. Et nous sommes aussi tout à fait ouverts à ce que, et je le souhaite, que mes services répondent à toutes les questions des parlementaires dans les meilleurs délais et puissent contribuer à vos réflexions et à vos travaux. Merci. Merci Madame la Ministre. Je vous signale que Madame la Ministre devra nous quitter impérativement à 19h30. Et donc, si vous aviez la gentillesse d'avoir des questions concises, ça arrangerait tout le monde, parce que sinon, il y aura forcément des frustrés dans les demandes de parole. Et donc, je commence par Claude Berry-Debat. Merci Monsieur le Président. J'aurais beaucoup de questions à poser, mais je vais essayer d'être très concis et ramener ma question à mon département. Comme beaucoup de collègues, nous sommes confrontés à la problématique des gaz de schiste sur le département de la Dordogne. Nous sommes confrontés à 3 permis d'explorer, l'un le permis de Cahors, l'autre le permis de Brive, l'autre le permis de Lomont de Lomagne. Ce qui fait que toute la moitié sud-est de notre département, ou tout au moins tous les élus, maires, conseillers généraux et même parlementaires, puisque je pense que mon collègue Germinal Perrault, qui est député de ce secteur, vous a interpellé. Alors je voudrais savoir quelle est la position du gouvernement et quelle est votre position par rapport au gaz de schiste, au permis d'exploiter et d'explorer d'abord, d'exploiter ensuite, et où en est la réforme du code minier qui a été annoncée à diverses reprises. Donc voilà la seule question que je vous pose, Madame la Ministre. Merci. Pour équilibrer les choses, Monsieur Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais me cantonner à des questions concernant l'énergie en tant que président du groupe Énergie, Madame la Ministre. Première question sur le FACÉ. Le FACÉ, c'est le fonds d'amortissement des charges d'électrification. Je vous signale que c'est dans certains départements 80% des ressources qui permettent aux syndicats d'électricité d'effectuer des travaux de renforcement électrique. Le FACÉ, nouvelle méthode, est bloqué, Madame la Ministre, et vous le savez, car nous avons ce fonds à changer de structure, c'est maintenant un compte d'affectation spéciale. Et ce compte d'affectation spéciale est totalement bloqué pour les crédits 2012. Le Parlement a voté une enveloppe de 370 millions d'euros. Les recettes sont déjà rentrées dans les caisses de l'État puisqu'elles rentrent tous les mois. Chaque mois, ERDF verse 30 millions d'euros. Il y a déjà 210 millions dans les caisses de l'État. 0 ont été versés aux syndicats d'électricité. Alors Madame la Ministre, le problème 2010-2011 n'est pas encore tout à fait réglé. Il y a plusieurs syndicats d'électricité qui attendent encore le versement d'un reliquat 2010.
2012. Quand est-ce que ça va venir? Je vous signale que les syndicats d'électricité, Madame la Ministre, travaillent avec des petites PME de 10, 20, 30, 60 salariés et ce sont des entreprises qui vont se trouver en situation de faillite d'ici très bientôt. Deuxième question, Madame la Ministre. Le mécanisme de capacité qui a été introduit par la loi NOM est un mécanisme très attendu. On s'en est rendu compte, nous, les membres de la commission d'enquête sur les coûts de l'énergie. On nous a rappelé à l'ordre en ce sens que c'est grâce à ces mécanismes de capacité qu'on va pouvoir financer des unités de production indispensables dans les périodes de pointe, et il y en a de plus en plus dans les périodes chaudes et froides françaises. Ce mécanisme de capacité attend la sortie de 2 décrets de chez vous. Je crois, Madame la Ministre, qu'ils ne sont pas loin de la signature. Là aussi, peut-être que vous ne pourrez pas nous répondre tout de suite, mais vraiment, nous avons besoin de savoir quand est-ce qu'ils sortiront. Troisième sujet, Madame la Ministre. Non, mais... Attendez, ça va être rapide. Les compteurs Linky. Non, mais c'est important. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? C'est bloqué. C'est un sujet difficile. On va remplacer tous les compteurs en France. Ça représente 4 milliards d'investissements. C'est dans 30 millions de foyers. Le feu vert a été donné à ERDF. ERDF ne veut pas s'y engager parce qu'ils n'ont pas tout à fait la garantie de pouvoir amortir cet investissement. Madame la Ministre, c'est vous qui pouvez probablement débloquer pour une raison simple. On n'arrive pas à sortir une convention entre la Fédération de tous les syndicats de France et ERDF parce qu'il semblerait que ces compteurs Linky ne soient pas compatibles avec ce que exige la directive efficacité énergétique, car ils seraient pas assez intelligents. Je crois que c'est faux. Si vous pouviez apporter, vous, la garantie que ça l'était, ça débloquerait les compteurs Linky. Merci, Madame la Ministre. Oui, Marcel Deneux. Une question, si c'est possible. Oui. Madame la Ministre, dans le cadre de l'Office parlementaire dont je suis vice-président, nous avons conduit des travaux sur l'avenir du nucléaire, la transition énergétique. Ces travaux ont été publiés après que nous avions fait ça avec Christian Bataille et Bruno Sido au début de janvier. Or, ces temps-ci, une organisation non gouvernementale, qui n'est quand même pas loin du gouvernement, a publié les travaux d'un expert qui fait autorité, qui, constatant la crise financière et la rareté des capitaux, fait apparaître des différences notables entre les 6 filières qui concourent à la production d'électricité. Est-ce que cette notion d'utilisation optimum du capital disponible est de nature à influencer fortement les orientations gouvernementales en matière d'énergie renouvelable? Deuxième, 30 secondes, Président. En mars 2003, Madame, j'ai acheté ma première voiture hybride. Depuis ce temps-là, j'ai 286 000 km de fait en voiture hybride. Je vous laisse calculer le tonnage. C'est pas loin de 30 tonnes de CO2. Et puis, à l'époque, avec la naïveté politique qui caractérise souvent les militants authentiques, j'avais cru, avec Bernard Darniche, convaincre le ministre de l'Équipement qu'il était bien de rouler en voiture hybride. Ce qui fut fait, ce ministre de l'Équipement a acheté une voiture pour sa communauté d'agglomération dont il était président, et pour le ministère, nous avons buté sur le directeur de cabinet. Les choses ont changé maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire que votre ministère va être exemplaire en matière d'achat de voitures propres? Monsieur Labbé. Je n'ai pas compris sa première question. Oui, Madame la Ministre. Je souhaiterais connaître votre position sur le soutien public apporté à l'industrie des agrocarburants, lequel pose un certain nombre de... Comme question, oui. C'est très bien. Oui, mais avec un tout petit développement quand même, puisque annuellement, c'est à hauteur de 196 millions d'euros d'exonération fiscale le soutien de l'État à cette filière qui a montré ses limites d'un point de vue environnemental et énergétique quand on en fait le bilan, et qui d'autre part on est obligé pour assurer les 10% d'importer, et de ce fait on contribue à l'accaparement
dégradation des terres et tous les effets collatéraux générés sur les cultures vivrières des pays tiers. Autant de choses qui font remettre en question, selon nous, la question des agrocarburants, et on souhaitait avoir votre position, s'il vous plaît. Nous testons Fichet. Et ensuite, je pense, madame. Non, ça va. Mais il va y en avoir 15. Hein. Oui, mais pour la clarté des réponses, moi, c'est un petit conseil pédagogique. Si on en prenait 7 ou 8 dans une première vague, et puis ensuite. Fichet, non ? Non, c'est monsieur Teston qui a la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, 2 questions que je présente en 2 phrases. La première donc concerne la révision du Code minier que vous avez annoncée. Allez-vous reprendre lors de cette révision les propositions figurant dans la proposition de loi déposée par le groupe socialiste du Sénat? C'était donc à la fin du mois de juillet 2011, après que nous ayons voté contre le texte qui avait été présenté par le gouvernement précédent, le texte de la proposition Jacob. Et la deuxième question porte sur la situation préoccupante de la sous-traitance dans le nucléaire et plus particulièrement des salariés. Quelle est la position du gouvernement à ce sujet, puisqu'on sait qu'EDF a tendance à externaliser de plus en plus de prestations de chantier à des entreprises extérieures? Monsieur Fichet. Oui, madame. C'est moi qui. Ah, oui, madame la ministre, je m'appelle Jean-Luc Fichet, j'habite le département du Finistère, qui est bien connu malheureusement par ses algues vertes. J'habite à la limite entre le Finistère et Côte-d'Armor, et vous savez que c'est aujourd'hui un problème grave, inquiétant, sur un dossier sur lequel se sont penchés pas mal de ministres. À chaque fois ils sont venus, ils nous ont dit on va vous aider, et ils sont repartis, et rien ne se produit, sinon que l'on reste avec des algues vertes qui sont de plus en plus importantes, qui posent des problèmes d'odeur, des problèmes visuels, des problèmes sur notre programme touristique et qui nous coûtent excessivement cher. Donc j'aimerais simplement savoir si vous avez une approche de ce dossier d'algues vertes et si vous avez à l'esprit quelques décisions qui pourraient nous rassurer dans un terme assez court parce que cela devient urgent, et puis dans un terme plus long parce que l'on sait que ces algues vertes proviennent de pollutions qui sont pour l'essentiel d'origine agricole. Le monde agricole a mis en place des dispositifs, ils sont sans doute insuffisants et nécessitent donc des accompagnements pour que demain on n'ait plus ce problème qui est, comme je vous le dis, grave, et c'est aussi un problème de santé puisque récemment nous avons eu la mort d'un cheval et la mort de sanglier. Je vous remercie. Merci. Monsieur Yves Rom. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger suite à la panne logicielle qu'a connue Orange sur les difficultés et la dépendance à laquelle se trouvent confrontés la plupart de nos concitoyens en zone urbaine comme en zone rurale. La téléphonie mobile est un outil incontournable de notre quotidien et, vous le savez, la demande est croissante, voire exponentielle. La difficulté d'éligibilité de l'ensemble des zones se heurte à des phénomènes contradictoires qui se traduisent par les études conduites dans le cadre du Grenelle de la téléphonie, le Grenelle des ondes, pour ne pas dire. Quelle est votre position en la matière? Car bon nombre de zones rurales, notamment, vivent comme une discrimination la non-éligibilité aux outils nomades de la communication aujourd'hui. C'est l'objet de ma première question. La deuxième question, partageant avec vous le souci qu'a émis le Président de la République de travailler en termes de compétitivité sur la facture énergétique, j'ajouterai à votre propos une autre facture que vous n'avez pas évoquée mais qui est à mes yeux tout à fait conséquente. C'est la facture liée au traitement des ordures ménagères, avec l'appétence de certains territoires à générer des équipements type incinérateur qui ont des coûts exponentiels et qui vont exposer les populations, notamment dans mon propre département de l'Oise, où nous n'avons pas réussi, malgré une adoption d'un PDEMA qui a été contrariée par certaines volontés locales, à interdire la création d'un deuxième incinérateur qui, au-delà de l'impact écologique, créerait des troubles profonds dans la facture qui devrait être acquittée par les consommateurs.
J'aimerais, sur ces deux sujets, connaître votre position, Madame la Ministre. Monsieur Raoul. Oui, Madame la Ministre, j'aurais deux questions, l'une sur l'énergie et la biomasse et l'autre sur l'eau. J'aurais voulu connaître la position du gouvernement sur l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie susceptible de produire de l'électricité et quelle était la position par rapport aux grands appels à projets de type Creux qui qui sont très consommateurs de biomasse et assèchent la ressource au niveau local au détriment des petites unités de production qui ont été mises en place. Ma deuxième question porte sur l'eau et sur la possibilité d'intervention des agences de l'eau dans la partie amont qui est soumise à beaucoup de restrictions, notamment pour les protections de zones de captage, pour l'amélioration de la qualité de l'eau, et de voir s'il était possible d'avoir une plus grande participation des agences de l'eau dans les installations nécessaires à l'aménagement des réseaux, à l'amélioration des réseaux et du traitement des eaux usées dans les zones de montagne notamment ou les zones rurales qui sont soumises à des exigences très profondes et qui n'ont aucune retombée de la taxe pollution ou de façon très infime. Si, par protection spéciale, Michel Bécaud, on l'avait oublié dans nos deux listes. Moi, je l'avais. Oui, mais c'est. Merci, oui. Monsieur le Président. C'est une région inconnue, mais. Merci, Président. D'abord, je voulais féliciter la ministre, puisque finalement, pour la confiance qui lui a été faite, c'est une de Sévriennes. Merci de son intervention. Alors, faut bien un petit peu de chauvinisme. Je disais dans la presse ce matin, Madame la Ministre, que le ministre de la Réindustrialisation ne ferme plus la porte au gaz de schiste. Alors je voudrais avoir votre avis sur cela. Et en deux, le forage en Guyane rend obligatoire la consultation du public avant l'attribution de permis de recherche. C'est une chance, je pense, pour la France, c'est une chance pour notre pays si l'importance des gisements est confirmée. Et je voudrais aussi vous demander, dans ce cas-là, donnerez-vous votre accord pour attribuer les permis de recherche? La parole est à Madame la Ministre pour une première série de réponses et on entamera derrière. Il y a encore une dizaine de demandes de prise de parole. Je vous rappelle la contrainte. Je ne sais pas. Il va falloir s'arrêter un moment. Madame la Ministre, vous avez la parole. Alors, j'ai plein de papiers. D'abord pour la question de Claude Béril-Debat sur les gaz de schiste. Le gouvernement maintient clairement et nettement sa position. L'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste est indiscutable. En l'état des techniques, je rappelle que les risques sont avérés et considérables. La fracturation hydraulique génère de façon durable des pollutions et nulle part, je dis bien nulle part, il a été démontré que l'exploitation des gaz de schiste pouvait être faite sans conséquence pour la santé et l'environnement. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait rappelé le président de la République dans sa campagne électorale. Permettez-moi d'ailleurs de souligner que le précédent gouvernement avait, lui, accordé plusieurs permis concernant les gaz de schiste avant que les réactions des associations, des citoyens, mais aussi des élus des territoires concernés, que vous avez rappelés, n'obligent à prendre une loi spécifique et à accorder des permis, à abroger des permis qui avaient été accordés. J'ajoute aussi que le précédent gouvernement n'a pas procédé à la réforme du code minier
Réforme qui est indispensable et qui avait été exigée par le Conseil d'État en décembre 2010 au moment de la codification du Code minier, codification qui s'est faite à droit constant, alors que ce texte, dans son état actuel, n'est pas conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cette charte prévoit l'obligation d'information et de participation du public préalablement à toutes les décisions ayant un impact sur l'environnement. Il s'agit d'une obligation constitutionnelle que le Code minier ne respecte pas, ce qui veut dire qu'il y a une fragilité juridique de l'ensemble des permis délivrés à l'heure actuelle, y compris sur les hydrocarbures conventionnels. Cette réforme du Code minier, le Premier ministre l'a confirmé dans son discours de politique générale, elle va être menée à bien dans la concertation et le plus rapidement possible. Un groupe de travail va être mis en place. Un projet de loi est en préparation pour la fin de l'année 2012. Ainsi, non seulement l'exploitation des gaz de schiste restera interdite en France en l'état des techniques, mais en plus notre pays sera doté d'un code minier conforme à la Constitution. Je voulais répondre ensuite à la question de Monsieur Poniatowski, d'abord sur le FACÉ, puisque c'est une réforme dont nous avons hérité. Je rappelle que le fonds d'amortissement des charges d'électrification a été transformé en compte d'affectation spéciale fin 2011, mais effectivement cette réforme a été mal préparée. Il y avait eu d'ailleurs un certain nombre d'alertes qui avaient demandé un petit délai supplémentaire. Il y a eu des difficultés puisque le ministère a dû faire face à des problèmes administratifs et comptables pour payer les aides qui retardent les dépenses et donc les projets des collectivités. Je sais que c'est un problème sérieux. Nous travaillons actuellement sur les procédures pour avoir plus de souplesse tout en respectant les règles d'engagement des dépenses publiques et mon but est que la situation soit normalisée le plus rapidement possible. En ce qui concerne le mécanisme de capacité, effectivement le défi, comme vous l'avez dit, c'est de traiter les pointes électriques. Pour cela, une nouvelle régulation est nécessaire. J'ai échangé d'ailleurs hier avec mes collègues ministres de l'énergie allemands et au Royaume-Uni qui ont le même type de problématique et souhaitent une réflexion européenne en la matière, nécessaire pour développer les effacements, mais aussi pour assurer les investissements de production. Et donc j'examine à l'heure actuelle le décret et la réforme qui permettrait d'aller dans le bon sens. Enfin, sur Linky, bien entendu, nous sommes en train d'examiner cela. De façon générale, nous souhaitons développer tous les outils qui permettent d'améliorer la sobriété énergétique, que les consommateurs aient une visibilité, les usagers de l'électricité aient une visibilité de leur consommation. Vous avez évoqué les problèmes de structure du financement et de l'amortissement des investissements. Il y a aussi une interrogation pour s'assurer que Linky disposera de toutes les technologies permettant justement d'être également dans une stratégie d'effacement et qu'il soit bien, puisque ça c'est quelque chose qui était acté, gratuit pour les usagers, ce qui pose la question de la structure du financement. C'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille avec la volonté d'aboutir, mais l'investissement est en effet financièrement très important. Je n'ai pas compris, je préfère l'avouer, la question de Marcel Deneux sur l'optimisation du capital disponible. Alors peut-être n'étais-je pas suffisamment attentive, auquel cas je vous inviterai à reposer votre question. En ce qui concerne la voiture hybride, il est évidemment nécessaire de soutenir l'achat de voitures hybrides françaises. Le président de la République l'a indiqué d'ailleurs dans son entretien du 14 juillet. Nous réfléchissons à l'heure actuelle à la pérennisation et à l'évolution du bonus-malus. Il faudra, je crois, envisager aussi la perspective à moyen terme de pouvoir avoir des voitures hybrides françaises essence. C'est une perspective qu'il faudra ouvrir et discuter avec nos constructeurs. En tout état de cause, je suis en train de veiller à l'exemplarité de mon propre ministère
dans ce domaine et donc de procéder à l'examen des achats raisonnables, puisqu'un 1 euro dépensé doit être 1 euro utile, mais effectivement exemplaire. En ce qui concerne les agrocarburants, je voulais indiquer à notre collègue, à votre collègue, Monsieur Labbé, qu'effectivement le développement des biocarburants est encadré par la directive européenne de 2009. Mais vous le savez, la Commission elle-même évalue l'impact à l'heure actuelle du changement d'affectation des sols lié au développement des biocarburants. Elle n'a pas encore rendu ses conclusions. Les impacts sur la préservation des ressources et le bilan carbone sont assez discutés. Une étude de l'ADEME et de l'INRA va dans le même sens. J'ai engagé sur ce sujet des échanges avec le ministre de l'Agriculture et donc nous sommes très attentifs à la conclusion de ces travaux comme à l'évaluation du dispositif. En ce qui concerne le code minier, la question de Monsieur Teston. Alors j'avoue malheureusement mon ignorance du contenu de la proposition de loi de juillet 2011, mais j'imagine qu'elle devait ressembler à celle que j'avais moi-même signée à l'Assemblée nationale, ou peut-être avec des différences, en tout état de cause, sur la réforme du code minier. Lorsque je vous disais qu'un groupe de travail va être mis en place, il sera composé des 5 collèges du Grenelle de l'environnement. Il procédera à l'ensemble des auditions nécessaires et bien sûr, il examinera l'ensemble des travaux parlementaires qui s'étaient déjà penchés sur ce sujet, de même que les recommandations du Conseil d'État. En ce qui concerne la sous-traitance dans le nucléaire, c'est une situation à laquelle je suis très attentive. Non seulement pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons de... Oui, c'est Monsieur Teston qui avait posé la question, mais aussi pour des questions de sûreté. L'autorité de sûreté nucléaire reconnaît elle-même que le facteur humain doit être un pilier de la sûreté nucléaire. Et donc la formation des personnels, la qualité de leurs conditions de travail doit être au cœur des réformes apportées dans les prochaines années. Le président de la République avait évoqué cette préoccupation lors de la campagne électorale en évoquant l'interdiction de la sous-traitance pour les travaux de sécurité les plus importants ou le fait d'augmenter sensiblement les exigences imposées aux exploitants en cas de recours à des prestataires pour des opérations courantes. Et effectivement, c'est un sujet d'attention constant sur lequel nous allons engager et approfondir les discussions avec les opérateurs. En ce qui concerne le plan contre les algues vertes, Monsieur Fichet, vous le savez, il y a un plan algues vertes qui avait été établi en février 2010 concernant 8 baies bretonnes, dans lesquelles ce phénomène a un impact sanitaire avec des risques d'intoxication environnementale, d'atteinte à la biodiversité, économique, avec non seulement des pertes touristiques, mais aussi un problème économique pour l'ensemble du territoire. Les mesures curatives sont prises chaque été pour limiter les risques sanitaires. Ça veut dire que les algues sont ramassées dans un délai rapide avant leur décomposition. En ce qui concerne les mesures préventives, qui sont cruciales, puisqu'il ne s'agit pas simplement de dépenser 1 million d'euros chaque année pour ramasser les algues vertes sur les plages, mais de s'attaquer aux causes de ce phénomène. Il s'agit de prendre des mesures permettant de réduire le flux de nitrate dans les eaux et des mesures préventives donc devaient être prises dans les 8 baies dès 2013 pour satisfaire aux premières échéances du plan. Dans un certain nombre de baies, les discussions ont bien avancé, les concertations pour définir ces mesures préventives adaptées aux situations locales. Ce n'est pas le cas dans toutes, et notamment dans 2 baies, où les discussions, la baie de l'Orne et la baie de Fresnay, où les discussions n'ont pas avancé à mes yeux suffisamment. C'est pourquoi j'ai donné instruction au préfet de la région Bretagne, dans ces 2 territoires-là, de prendre des arrêtés de zones soumises à contraintes environnementales
faute que les concertations aient pu aboutir. Je rappelle, sur ce sujet, la Commission européenne a engagé en 2011 une demande d'information et 2 contentieux sont engagés en application de la directive nitrate. En ce qui concerne le Grenelle des antennes, vous savez qu'il y avait 10 orientations qui avaient été retenues et 3 actions qui sont en cours. Il y avait une expérimentation d'une faisabilité technique en matière d'abaissement d'exposition, notamment, je crois, à Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'avais un échange tout à l'heure avec l'Association des maires de France qui me rappelait les attentes des maires des communes sur ces questions et leur sentiment d'être un peu seuls face au choix qu'il faut faire entre la nécessité que la population puisse capter pour téléphoner et en même temps l'acceptabilité et les questions qui sont posées concernant les antennes. Donc le but, ce serait que cette expérimentation, on puisse en tirer les conclusions assez rapidement. Ensuite, il y a prévu des nouvelles procédures de concertation préalable à l'installation d'antennes et la mise en place d'un nouveau dispositif de surveillance qui va faire l'objet d'un décret et d'un arrêté qui sont en préparation et sur lesquels je consulterai aussi les associations d'élus et l'ensemble de ceux qui étaient partie prenante au Grenelle des antennes. En ce qui concerne la biomasse, moi c'est une énergie renouvelable à laquelle je crois beaucoup, notamment au bois énergie. Il faut avoir conscience que la moitié des énergies renouvelables aujourd'hui en France, c'est la biomasse. C'est vrai qu'on parle beaucoup, et c'est légitime, de l'éolien, du photovoltaïque, mais il faut toujours avoir à l'esprit cette donnée, sachant que la filière bois me semble être une filière stratégique, après avec effectivement le fait d'éviter des conflits d'usage et donc d'être dans une stratégie globale de filières qui permettent de valoriser des sous-produits et des sous-sous-produits. Vous avez raison de dire que la priorité pour la biomasse doit être la chaleur et que l'électricité par cogénération, d'abord, elle est en deuxième rang, qu'il faut éviter les conflits d'usage et qu'il ne faut pas gaspiller la ressource en faisant de l'électricité sans cogénération. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas qui ne se reproduiront pas. Mais je pense par contre que la stratégie entre des grands projets, j'en connaissais notamment, chers collègues, dans les Deux-Sèvres, des projets importants liés à une utilisation industrielle de la chaleur ont leur place. C'est pourquoi d'ailleurs dans les arbitrages budgétaires, j'ai souhaité préserver le fonds chaleur, qui est un levier important. Et il y a bien entendu aussi à développer les petites unités, notamment ça se fait beaucoup les chaudières bois, avec les réseaux de chaleur. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, à la condition que nous utilisions des ressources nationales. Je rappelle que nos forêts progressent et qu'on ne soit pas dans des situations où il y aurait de l'importation de bois venus de loin. Ça fait référence à une situation locale. Ça, c'est pas un modèle. Hein, vraiment, c'est évidemment pas un modèle. J'ai sans doute omis des réponses à des sujets sur les ordures, la facture des ordures ménagères. Alors, on me dit en même temps, excusez-moi, voilà, je préfère revenir vers vous sur ces deux sujets-là. Et l'incinérateur. Alors, j'ai pas fait attention. Voilà, ici, je m'excuse. Ici, quelle est la problématique de protéger les populations qui sont aujourd'hui... Oui, lorsqu'on génère des équipements lourds qui ne sont pas optimisés en matière d'accueil des ordures ménagères, qui font l'objet d'une diminution grâce à des politiques de tri, il faudrait éviter que certains grands groupes, en complicité avec certains élus, privilégient la construction d'équipements qui seront en sous-capacité et qui vont générer des coûts que le citoyen devra acquitter et qui viendra s'ajouter au coût de la facture énergétique. Je connais un certain nombre de situations locales et ça me paraît être une remarque de bon sens. Aidez-nous à régler ce problème.
Alors, Je reprendrai les autres questions. vous avez une question? Non, non, mais Alors, Monsieur Navarro. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, suite aux recommandations du Grenelle de l'environnement, le SNIT a prévu de faire un effort énorme sur le transport ferroviaire. Or, bon nombre d'articles dans la presse ou de rumeurs sembleraient laisser sous-entendre que serait remis en cause cette logique-là. Donc ça, c'est la question. Si la logique de diminuer le développement du ferroviaire dans le SNIT, d'accord, en termes de volume financier. De la question, est-ce que, Madame le Ministre, vous êtes toujours fondée à promouvoir le transport ferroviaire? Ça, c'est la question. Et puis, deux suggestions pour vous aider à trouver des solutions. Premièrement, je crois qu'il serait temps d'accélérer la taxe poids lourd. Et deuxième suggestion, il faudrait refonder le versement de transport avec cette taxe majorée en donnant une partie aux régions qui ont une grande compétence de transport et qui n'ont pas forcément les moyens de l'accomplir. Juste pour compléter peut-être ce que j'ai compris, parce qu'il peut y avoir deux choses dans ta question, Robert. C'est le transport ferroviaire. Est-ce que tu évoques la diminution des lignes TGV prévues ou est-ce que c'est favoriser le fret et les voyageurs et la maintenance des lignes existantes? Parce qu'il y aura tout ça. Oui, Monsieur Nègre. Bien, Messieurs les Présidents, Madame la Ministre, chers collègues. D'abord, Madame la Ministre, pour vous remercier d'intégrer officiellement les parlementaires dans les discussions sur les réunions de type Grenelle. Première chose. La deuxième chose, Monsieur le Président, je souhaitais soulever le problème des transports. Et j'aimerais savoir, Madame la Ministre, quelle est l'articulation entre vous et le ministre délégué. Dans le précédent gouvernement, il y avait une articulation qui était légèrement différente. Donc, m'occupant un peu des transports, j'aimerais savoir à qui je dois m'adresser pour concrètement pouvoir travailler et faire en sorte que ces dossiers avancent. En l'occurrence, cette articulation aujourd'hui ne me paraît pas suffisamment claire et vous avez vous-même dit tout à l'heure que c'était en fait Frédéric Cuvillier. Donc, si vous pouvez me le confirmer, auquel cas je sais exactement où je vais m'adresser, à quel ministère. Pourquoi? Parce que, d'une part, en tant que rapporteur du SNIT, que devient le SNIT, le schéma national des infrastructures de transport, avec à la clé les futurs LGV, le tunnel Lyon-Turin, le canal Saint-Non, c'est des choses importantes qui touchent éventuellement le développement durable. Deuxième sujet de préoccupation, c'est les véhicules électriques et les bornes de recharge. Qui s'en occupe? Parce que là encore, on a un sujet majeur et j'aimerais savoir quelle est la politique que le gouvernement entend mener dans ce domaine-là. Et troisième et dernière chose, vous avez programmé une conférence environnementale qui prévoit toute une série de points et qui ne parle pas des transports, alors que les transports sont à la base de 26% des gaz à effet de serre. Et donc sur l'environnement et l'écologie, ça a, en mon sens, un impact. Pourquoi et que dois-je faire alors pour défendre les transports dans ce beau pays et l'environnement? Ah non, c'est Mirassou d'abord. Monsieur Mirassou, je ne sais pas où il est passé. Il est là. Deux questions, Madame la Ministre. Une qui d'ailleurs n'a pas encore été évoquée. Chacun connaît ici les avatars subis encore dernièrement par le secteur photovoltaïque, dus à de multiples raisons, et notamment parce qu'on a confondu la demande et les capacités d'offre. S'ils sont surajoutés, je ne vais pas faire l'historique, les baisses brutales de tarifs de rachat, plus le moratoire, qui a signé d'une certaine manière, pas la fin programmée, mais en tout cas une pause assez désespérante de ce secteur d'activité. La question est très simple. Qu'est-ce que vous entendez faire pour promouvoir une véritable filière du photovoltaïque, à la fois sur le plan industriel et en même temps sur le plan réglementaire? Et ensuite, Madame la Ministre, je change mon fusil d'épaule pour vous interpeller sur quelque chose que vous avez en charge. Je veux parler des chasseurs et des pratiques cynégétiques dans ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment une loi a été votée
qui a du reste été voté en première intention au Sénat et qui a été voté conforme à l'Assemblée nationale, et qui entendait à la fois marquer une pause dans une spirale terrible au niveau d'une inflation législative, et en même temps de faire en sorte, en marquant une pause, de réconcilier, ou en tout cas tenter de le faire, l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la nature. En reconnaissant d'ailleurs au passage les chasseurs comme étant des agents de la biodiversité à part entière. Donc la question que je vous pose, Madame la Ministre, en vous rappelant au passage deux chiffres, 1 300 000 chasseurs, inscrits dans 80 000 associations, avec un poids économique de 2,5 milliards d'euros par an. Donc, non, mais c'est pour bien cadrer le débat. Et donc, la question que je vous pose, c'est de savoir comment vous allez vous y prendre pour établir un dialogue constructif et partenarial entre votre ministère et le monde de la chasse. Et si je pose cette question, c'est que l'actualité récente m'autorise à la poser s'agissant d'un projet d'arrêté que vous allez finaliser avant la fin du mois de juillet. Si. Allez, Evelyne Didier, si Je croyais que les campagnes étaient terminées, c'est le service après. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous sommes heureux de faire cette... J'ai deux questions. La première concerne le code minier. Il existe au niveau national une commission des risques miniers. Cette commission, pour l'instant, a cessé ses travaux. Elle était présidée par Jean-Pierre Cucheda, qui ne s'est pas représenté comme on le sait. Donc, cette commission il faudrait d'abord que les députés désignent les membres de cette commission et qu'ensuite elle reprenne ses travaux. Au titre du Sénat, j'en faisais partie. Je crois que j'en fais toujours partie d'ailleurs. Et donc, je souhaiterais que cette commission soit associée aux travaux du Code minier. Ma deuxième, et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, mon deuxième sujet, ce sont les déchets. Les déchets ménagers, c'est un sujet qui concerne absolument tous les élus qui sont autour de ces tables et tous les élus d'une manière générale. Le groupe déchets du Sénat, que j'ai l'honneur de présider, a décidé de reprendre ses travaux et s'est autosaisi d'un certain nombre de sujets, comme l'adéquation entre le projet et le territoire, avec en sous-jacent le développement local, le maintien des filières industrielles et l'éco-conception et le bilan des filières de REP. Ensuite, nous souhaiterions faire un état des lieux des filières de valorisation et notamment la valorisation matière. On parle beaucoup de la valorisation énergétique et on a vu tout à l'heure que les incinérateurs sont loin d'être les bienvenus, mais il faudrait davantage parler de la valorisation matière et donc nous souhaiterions approfondir. Également, nous souhaiterions travailler sur le rôle de conseil de l'ADEME et nous en avons déjà parlé à François Lose qui est venu et qui a été auditionné par notre commission. La question, bien sûr, des tarifications, des redevances, de la facturation et du coût globalement pour les usagers. Nous savons qu'aujourd'hui, dans cette période de crise, alors même que le loyer augmente, que l'énergie augmente, que l'eau aussi est un sujet pour certaines familles, eh bien la question du coût des déchets qui augmente en permanence va devenir, nous en sommes convaincus, une vraie question. Et donc, nous souhaiterions revoir ce sujet. Et enfin, nous voulions également nous pencher sur la pénibilité des travaux, du travail et des métiers du tri notamment, avec là aussi en parallèle la question des filières d'insertion qui parfois, alors qu'elles ont travaillé, mis en place toute la filière, se voient souffler les marchés une fois que la filière est organisée par les groupes qui du coup s'intéressent à la question. Donc voilà tous les sujets dont nous aimerions parler dans ce groupe. Nous aimerions vous rencontrer plus précisément sur ce sujet, ou en tout cas vos services, de telle sorte que nous voyions comment nous pourrions être associés dans les propositions ou les projets de loi, dans la mesure où, malheureusement, on a toujours tendance sur ce sujet à voir fleurir des amendements
au moment de la loi de finances, au moment de la loi de finances rectificative, à l'occasion d'un texte ou d'un autre, on a des cavaliers comme ça, des décrets qui sortent sans qu'il y ait véritablement association des parlementaires et nous souhaiterions vraiment que vous nous permettiez de travailler en amont avec vous sur ces sujets. Merci de votre réponse. Monsieur Dantec, mais très court, Monsieur Dantec. Je me doutais que j'aurais une remarque, Monsieur le Président, donc je vais effectivement être court. Vous avez dit, Madame la Ministre, que vous étiez à notre disposition, mais nous sommes aussi à votre disposition. Et j'aurai le plaisir, par exemple, dans les prochains jours, de vous adresser le compte-rendu du débat sur la biodiversité que le groupe écologiste a organisé dans l'hémicycle pour la première fois. C'était en février. Et je vois qu'effectivement, et je m'en réjouis, la biodiversité devient un enjeu majeur de politique publique et que nous en parlons vraiment. Et puis, demain, et le président Poniatowski est là, nous rendrons public la commission d'enquête sur le prix de l'électricité, là aussi à l'initiative du groupe écologiste. Et j'ai écouté avec attention vos réponses, notamment sur la question du mécanisme de capacité. Et je vous rejoins totalement dans la pertinence technique de votre réponse sur le fait que c'est à l'échelle européenne aujourd'hui qu'il faut envisager les mécanismes de capacité et que l'approche franco-française sur l'électricité ne correspond plus à l'interconnexion et que c'est bien dans ce cadre aujourd'hui qu'il faut avoir les réponses. Et vous trouverez dans ce rapport, je pense, des éléments probants sur le quotient intellectuel du fameux compteur Linky qui permettront d'avancer dans le débat. Je crois que vous avez parlé en introduction de la question du réchauffement climatique, qui est effectivement une question centrale, et je voulais vous entendre sur la manière dont la France va continuer à porter la position européenne. On voit bien dans les négociations internationales que je suis depuis plusieurs années que c'est l'Europe qui porte fondamentalement l'ambition à l'échelle mondiale. Et qu'il y a aujourd'hui sur la table 2 points précis sur lesquels je vous questionne, qui sont d'abord, est-ce que l'Europe va tenir la position concernant la taxation sur les carburants du transport aérien à l'échelle européenne. Donc ce n'est pas un accord mondial, mais bien une position européenne. Et plus globalement, y compris parce que ce sont des recettes extrêmement importantes potentiellement pour le budget de la France dans les prochaines années, est-ce que la France va porter auprès de ses partenaires européens une stratégie pour remonter le prix de la tonne CO2 dans le cadre des permis d'émission, qui sont un point extrêmement important, c'est 50 milliards de recettes pour le budget des États européens, potentiellement à échéance de quelques années, donc des enjeux majeurs au niveau climatique européen. Merci. Monsieur Pointreau. Oui, merci. Madame la Ministre, ma question s'adresse à la fois à vous, mais aussi à votre collègue Cuvillier, ministre des Transports, mais ça a été plus ou moins effleuré tout à l'heure, au sujet des déclarations de vos collègues Cahuzac et Montebourg, concernant l'abandon ou l'élagage des projets LGV, et pour M. Montebourg qui a parlé de mise à plat des projets LGV. Et comme vous avez parlé tout à l'heure à la fois de la lutte contre le changement climatique, la limitation des gaz à effet de serre, on sait que les transports en commun, SNCF et surtout LGV, peuvent permettre de limiter les gaz à effet de serre. Moi, je voulais savoir simplement quelle était votre position, à titre personnel, sur le développement ou non des lignes LGV, sachant que les déclarations qui ont été faites par les uns les autres ont bien sûr inquiété les élus, toutes sensibilités confondues, sur un certain nombre de projets. Alors on peut toujours évoquer le fait qu'il n'y a pas de financement pour des projets qui sont à 10 ou 15 ans. C'est toujours facile de dire que les prédécesseurs n'ont pas prévu les financements, mais quand on fait des perspectives d'avenir, on sait bien qu'on n'a pas forcément les sous dans sa poche et qu'il faut les prévoir à moyen terme. Donc merci de nous dire quel est votre point de vue sur le sujet, parce que ça me paraît important pour l'avenir de territoires isolés justement de la grande vitesse. Madame Rossignol. Oui, Madame la Ministre, merci de toutes ces réponses. Moi, je vais poser quelques questions plutôt de méthode. Votre feuille de route, c'est préparer le moyen terme et le long terme sans perdre une minute, si j'ai bien compris. Donc, conférence environnementale les mois de septembre et lancement du grand débat sur la transition énergétique. Ma question porte sur l'articulation entre le débat transition énergétique,
sont faciles, mais sur le débat de transition énergétique et des mesures que vous seriez amenés à prendre avant la fin de ce calendrier. Débat de transition énergétique, projet de loi et adoption d'une loi, premier semestre 2013. En même temps, on constate que ce soit sur la question de la tarification ou sur l'éolien ou sur les préoccupations évoquées tout à l'heure par mon collègue Mirassou sur le photovoltaïque, qu'une série de contraintes pèsent lourdement sur ce secteur. Est-ce qu'on va, pour toutes les mesures, attendre la fin du débat transition énergétique et le projet de loi, ou est-ce que vous envisagez d'en prendre un certain nombre avant, qui serait une mesure de nature réglementaire, pour lever et accélérer le développement de ces secteurs? Ma deuxième question, pour vous inviter à regarder quelques décrets qui ont été pris et publiés par le précédent gouvernement dans la dernière période. Un sur l'affichage publicitaire qui est totalement contraire à l'esprit de la loi Grenelle auquel il était supposé s'appliquer, et un autre sur la recentralisation de l'ADEME et la mise sous tutelle quasiment de l'ADEME par les préfets, qui a été pris d'ailleurs pendant qu'il n'y avait pas de ministre de l'Environnement, que le ministre de l'Environnement était parti faire porte-parole d'un candidat. Et le ministre de l'Intérieur en a profité pour recentraliser l'ADEME et la repasser sous l'autorité des préfets. Et ce qui a créé de vives émotions, donc pour vous inviter à regarder aussi ce sujet-là. Enfin, vous avez eu l'amabilité d'évoquer le groupe de travail sur les négociations climatiques et environnementales internationales que nous animons et je préside avec quelques collègues. Ce groupe de travail a vocation à renforcer les liens entre les citoyens et les négociations internationales qui sont bien loin d'eux. Et de ce point de vue, les débats au Parlement nous ont paru être quelque chose de très important. À l'occasion de Durban, nous avions eu un débat sur les résultats. Bon, pour le retour de Rio, il semble que ça n'a pas été possible de l'intégrer dans le calendrier parlementaire et que le gouvernement le mette à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Je voudrais simplement, pour les autres débats pour lesquels nous vous solliciterons pour les deux conférences à venir en 2012, attirer votre attention au fait qu'il soit important qu'on ait un lieu et que le Sénat soit ce lieu d'échange sur les conférences internationales de façon à en faire connaître la teneur et sensibiliser les citoyens sur leurs enjeux. Monsieur Roberto Peano. Oui, Madame la Ministre, moi c'était une question sur les gaz de schiste que je souhaitais poser, mais vous avez répondu par avance. Je n'en attendais pas moins de vous, puisque je connais votre position sur ce sujet. Vous l'avez rappelé dans votre intervention, vous avez déposé une proposition de loi pour demander l'arrêt ferme et définitif de l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Ce qui nous convient parfaitement et qui convient également à l'ensemble de nos concitoyens qui sont inquiets quant à l'avenir pour leur environnement et surtout pour la ressource en eau potable, car cela risquerait de poser d'énormes problèmes. Merci. Monsieur Roland Courteau. Oui, Madame la Ministre, Laurence Rossignol a évoqué ce sujet. Je voudrais simplement indiquer que sur le chemin de la transition énergétique sobre en carbone, la France a pris des engagements, je n'y reviens pas, vous les avez cités. Et pourtant, la législation sur l'éolien terrestre a été verrouillée. Le photovoltaïque a été frappé par son caractère excessivement restrictif et j'ajouterai que les avantages fiscaux pour les énergies renouvelables et les économies d'énergie sont passés de 3 milliards en 2009 à 1,4 milliard en 2012. Au rythme actuel, nous n'atteindrons pas les objectifs fixés à l'horizon 2020. Quelles sont vos intentions sur ce point ? Deuxième point, Monsieur le Président, concernant l'éolien en mer. Le premier appel d'offres au début de l'année n'a permis de sélectionner des projets qu'à hauteur de 2 gigawatts et non 3, comme prévu initialement. Question, le gouvernement compte-t-il en conséquence lancer rapidement le second appel d'offres? Cela permettrait de rattraper quelque peu le retard pris, mais aussi de soutenir la mise en place des usines et de la filière industrielle en France. Troisième point et dernier point, concernant l'hydroélectricité. De nombreux petits producteurs qui arrivent cette année au terme d'un contrat d'achat conclu en 1997 pourraient bénéficier d'un renouvellement de leur contrat au terme de la loi NOM
s'ils engagent, je cite, un programme de travaux. Un projet d'arrêté doit fixer le montant d'investissement qui permettra le renouvellement de ces contrats. Pouvez-vous nous indiquer quand vous pensez pouvoir prendre cet arrêté? Madame la ministre, vous avez abordé la question de la transition énergétique. Et on sait que le gouvernement va ramener le nucléaire à hauteur de 50%. Il y a eu un grand débat national sur ces questions, il était tranché. L'idée maintenant, c'est de savoir, dans les foyers, est-ce qu'on va augmenter considérablement le déficit du commerce extérieur en achetant des panneaux solaires qui ne seront pas fabriqués chez nous, en achetant des chaudières de nouvelle génération à condensation qui ne sont pas fabriquées chez nous. Et il y a un risque énorme s'il n'y a pas, avec la décision du changement de mix énergétique et d'avoir une volonté extrêmement forte de commencer à fabriquer et de... Je pense, hein, la question est posée, on sent que les industries traditionnelles marquent le pas et perdent des emplois. Et les gisements d'emplois nouveaux sont certainement dans ces nouvelles technologies et notamment dans un mix énergétique nouveau. Alors, la question que je poserai, Madame la Ministre, quel contact avez-vous avec le ministre du redressement industriel, avec les régions, pour justement faire en sorte qu'il y ait des politiques extrêmement vigoureuses pour que ça ne se traduise pas par un nouveau déficit du commerce extérieur, mais qu'au contraire, on arrive à réindustrialiser le pays en partie avec ce nouveau mix énergétique. La seconde chose, vous savez, en ce moment, il y a le problème de PSA. Je regardais le plan social de PSA. Il touche essentiellement des cadres techniciens, au moins pour 2/3. Et je me dis que dans beaucoup de petites et moyennes entreprises, il pourrait être tout à fait important d'avoir ces ressources humaines pour justement essayer d'avoir des productions nationales dans des domaines où nous sommes... L'Allemagne, je finis là-dessus, a créé 370 000 emplois dans les énergies nouvelles. Et nous sommes à la traîne. Voilà. Mais on peut être en face complètement avec Martial, mais j'attendais la question. Monsieur Fauconnier. Madame la ministre, juste rapidement une question sur le stockage de l'eau, en particulier des réserves de lacs collinaires. Entre la déréglementation du précédent gouvernement, juste avant les élections, et la réglementation tatillonne que connaissent les porteurs de projets aujourd'hui, je pense qu'il y a un chemin, il y a surtout une urgence. Donc quelles sont vos intentions sur ce sujet? Merci. Bravo. Fauconnier. Oui, je le Oui. connais. Madame Bourzet, suit. Je suis là. Oui. Merci, les réseaux de chaleur, oui. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais prolonger la question de Roland Courteau concernant les sources d'énergie renouvelables et en particulier, puisque vous le savez certainement, le précédent gouvernement avait lancé une procédure de mise en concurrence des concessionnaires des grands barrages. Je suis sénatrice de la Corrèze, en bordure de la Dordogne, et j'aimerais savoir où en est la situation justement de cette mise en concurrence qui intéresse évidemment les collectivités territoriales et de nombreux opérateurs, aussi bien nationaux que internationaux. C'était ma première question. La deuxième concerne le plan Écophyto 2018. Et en particulier, j'aimerais savoir si, au-delà de ce que la mission du Sénat mène sur les pesticides, vous pensez prendre des initiatives pour ce qui concerne l'environnement et en particulier le traitement par les collectivités territoriales de ce qui les concerne, du domaine public, concernant donc l'utilisation des produits pesticides. Je vous remercie. Je vous en prie, mes chers collègues, pour que Madame la Ministre puisse vous répondre. Elle doit partir, je vous rappelle, à 19h30. Et donc, il nous reste Monsieur Denis et Monsieur Vial. Ah ben non, je suis navré, parce que là, ça ne va pas être possible. Monsieur Denis.
Bon, Monsieur Vial, alors. Oui. 2 points très rapidement, puisque le premier concerne les marchés capacitaires. Ladislas Poniatowski vous a interrogé tout à l'heure sur les décrets. Notre collègue Dantec vous a évoqué la notion européenne et j'ai vu que vous avez rebondi immédiatement sur ce point. Madame la Ministre, les décrets qui sont aujourd'hui attendus sont des décrets importants car nous avons un gisement en France de la capacité de mobiliser pour facilement 6 à 8 gigawatts. Aujourd'hui, il y a des industriels qui sont dans l'attente et tout tient au décret. Donc je me permets d'attirer votre attention sur ce point. Deuxième question sur le bois énergie. Vous avez également évoqué votre intérêt pour cette filière. Il y a aujourd'hui, Madame la Ministre, une difficulté sérieuse, c'est que dans les plans creux qui sont engagés, nous avons une distorsion entre l'offre mise sur le marché et les capacités, à tel point que dans ma région, j'ai des industries papières qui ont dû arrêter leur fabrication pendant plusieurs jours par manque d'approvisionnement de plaquettes papier. On sait que là, on est dans une filière éminemment développement durable puisque la plaquette papier est réutilisée 6 à 7 fois. Or, je pense que les préfets de région devraient effectivement suivre les plans régionaux avec beaucoup plus de précision. Je crois que c'est la dernière question, Monsieur Donis. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, contenterai, beaucoup de choses ayant été dites à 2 éléments. Et j'éviterai de vous refaire une question écrite sur l'ADEME, étant donné que Laurence Rossignol vient d'aborder cela. 2 questions. La première, vous connaissez les difficultés qu'il y a pour la filière ovine traditionnelle dans les Alpes avec la cohabitation avec le loup. Il y a des demandes aujourd'hui de la part des professionnels de la filière d'une rencontre. Êtes-vous disposé à ouvrir le dialogue, à reprendre le dialogue avec les éleveurs? Deuxième question, par rapport à l'eau. 2 éléments. Nous avons souvent des situations anciennes avec des concessions d'État qui ont été transférées. 1800, fin des années 1880. Monsieur le sénateur, je suis désolé. Madame la ministre doit nous quitter. Je suis désolé. On note la première question sur le loup. Parfait. Et sur le reste, j'aurai le bonheur de la voir dimanche, puisque sa première visite officielle sera dans les Alpes-Maritimes et ça sera en direct. Merci. Désolé. Bien, excusez-moi. Sinon, je propose de venir une fois supplémentaire avant la clôture de la session. Sans aucune difficulté. En ce qui concerne le schéma national des infrastructures de transport, le nouveau gouvernement entend conduire une politique responsable en matière de transport, centrée sur des investissements réalistes, permettant de répondre à court et moyen terme aux besoins des usagers. Donc il y a en effet une volonté de rupture par rapport à l'accumulation de promesses irréalistes qui ont été faites par le précédent gouvernement, une politique ambitieuse qui sera la nôtre en matière d'infrastructures de transport ne peut avoir de sens que si elle est crédible. Et quand je disais qu'il y avait une accumulation de promesses irréalistes, je rappelle les chiffres puisqu'il y avait 245 milliards de dépenses sur 20 à 30 ans, 105 milliards pour les investissements de régénération-modernisation, 140 pour les investissements de développement. Donc le Premier ministre a rappelé que l'État veillera à la préservation et à la modernisation de nos infrastructures de transport au service d'une mobilité plus sobre et plus équitable, ce qui conduira à la mise en place d'une commission des sages pour évaluer les projets d'infrastructures nouvelles en fonction de ces priorités. La vision du SNIT tel qu'axé aujourd'hui essentiellement sur les nouvelles infrastructures doit, de mon point de vue, évoluer vers une vision axée sur l'aménagement du territoire, la réponse immédiate en termes de qualité de service à des besoins de déplacement de nos concitoyens, donc l'amélioration des transports quotidiens, la lutte contre la fracture territoriale et la desserte des territoires enclavés. Voilà les priorités. Très bien. Ce qui me permet de préciser que je travaille en totale confiance
avec le ministre Monsieur des Bailly, Transports, s'il vous plaît. qui est en charge et en responsabilité à mes côtés sur ces dossiers. En revanche, le véhicule électrique, c'est en effet la Direction générale de l'énergie et du climat qui suit la politique dans ce domaine. Et j'ai d'ailleurs fait des propositions au ministre du redressement productif pour qu'il y ait un système de pilotage de la stratégie française en la matière qui soit plus réactif, plus simple et donc plus efficace. Les transports par ailleurs, bien entendu, la consommation d'énergie liée au transport et donc au mode de vie qui en résulte sera bien sûr partie intégrante du débat national sur la transition énergétique. En ce qui concerne le photovoltaïque, j'annoncerai dans les prochains jours la validation certainement de la procédure d'appel d'offres pour les installations de grande puissance supérieure à 250 kW. Pour les installations de moyenne puissance dont les résultats de l'appel d'offres ne sont pas satisfaisants, avec des prix assez chers, je suis en train d'étudier le bon dimensionnement, mais en tout cas, il y aura, je pense, dès la semaine prochaine, un signe clair qui sera adressé dans ce domaine par rapport à des projets qui sont aussi attendus sur les territoires. En ce qui concerne la commission des risques miniers, bien entendu, elle sera consultée. Il y avait une question aussi de Madame Didier sur le coût des déchets. Donc je voulais vous dire, parce que vous êtes la présidente du groupe d'études sur ce sujet, que moi je pense qu'un état des lieux global, j'en discutais d'ailleurs tout à l'heure avec l'AMF également, est nécessaire, et donc je suis tout à fait ouverte à des échanges à ce sujet et à ce que vous vous saisissiez par un certain nombre de travaux de cette question. Sur les remarques de Monsieur Dantec, j'attends avec intérêt le rapport sur le coût de l'électricité. En ce qui concerne les objectifs européens en matière de réchauffement climatique, l'Europe garde toujours cette volonté de tenir ses objectifs et d'être exemplaire. J'ai échangé avec la commissaire chargée des négociations sur le climat à Berlin hier, à la fois à propos de la volonté européenne que sa directive sur l'ETS aviation soit respectée. Sa portée juridique avait d'ailleurs été validée. Et nous avons eu un échange aussi sur le marché du carbone et la façon dont la Commission européenne pourrait agir pour soutenir le prix du carbone. Il y a plusieurs leviers. Un de ceux-là est le fait que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient relevés, ce qui suppose que cela puisse se faire de façon crédible et donc cela entraîne l'adhésion des 27. Mais il y a sinon d'autres évolutions possibles. J'ai répondu à la question de Monsieur Pointreau sur les LGV à travers de ce que j'ai dit sur le SNIT. Par rapport à ce que disait Laurence Rossignol sur les mesures concernant les énergies renouvelables, donc j'ai indiqué sur le photovoltaïque, il peut y en avoir d'autres que je perçois comme des mesures transitoires ayant vocation à donner un signal de persévérance à ces filières et à ces secteurs dans l'attente de règles stables qui résulteront du débat sur la transition énergétique, parce que nous devons mettre en place un cadre réglementaire et des sujets de financement qui soient stables et qui donnent une visibilité dans l'ensemble des énergies renouvelables. En ce qui concerne les décrets, c'est vrai que le décret sur l'ADEME qui avait été pris, d'ailleurs je crois en pleine campagne électorale, a posé des difficultés. Moi je crois beaucoup aux stratégies déconcentrées ou décentralisées, notamment pour les politiques de sobriété énergétique, pour les politiques de développement des énergies renouvelables. Je pense que les collectivités territoriales font des choses exemplaires et donc certainement je regarderai de nouveau ce décret après m'en être entretenu avec l'ADEME. L'autre décret que nous aurons l'occasion de réexaminer certainement lors de la conférence environnementale pour avoir une concertation à ce sujet, c'est le décret sur la responsabilité sociale des entreprises. Et enfin, je suis absolument favorable à ce que moi-même, le ministre des Affaires étrangères et aussi le ministre en charge du développement puissions venir devant le Sénat avant les différentes conférences internationales que j'évoquais tout à l'heure.
Voilà donc pour cette audition qui a eu lieu mardi après-midi au Sénat. Delphine Batho, donc ministre de l'écologie et de l'énergie, a été entendue par les sénateurs de la Commission du développement durable et ceux de la Commission des affaires économiques. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire le 22h, présenté par Pierre-Henri Jargonne. Vous pouvez toujours bien sûr retrouver la séance sur notre site publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur la chaîne parlementaire.